Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Judith Aziza, je suis docteure en histoire d'Aix-Marseille Université. Je travaille sur l'histoire de la ville depuis à peu près 20 ans maintenant. J'ai commencé par une thèse sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu et ensuite mes travaux ont porté sur différents sujets, dont aujourd'hui sur le patrimoine de Marseille, qui est une clé d'entrée pour comprendre comment la ville s'est construite, comment la ville que nous avons aujourd'hui sous les yeux est apparue, comment elle a été modelée, comment elle s'est développée, en quoi les choix politiques, économiques, financiers ont modelé cette ville et lui ont donné l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. À travers les cafés Histoire, c'est cette démarche que je poursuis, qui est véritablement celle de comprendre Marseille au-delà de la découverte du patrimoine tel qu'on pourra l'avoir ce soir. Alors j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une présentation d'histoire, ce qui signifie que je ne vais pas m'appesantir sur les côtés architecturaux des monuments que je vais évoquer. On va plus s'intéresser à leurs usages, à leur fonction dans la ville, à leur raison d'être. Ma présentation va durer à peu près 1 heure, et ensuite je vous laisserai la parole pour poser des questions et apporter des compléments d'information, puisque le Café Histoire, je l'ai voulu comme ça, c'est-à-dire un moment d'échange où vous pouvez témoigner vous aussi de vos connaissances sur la ville, mais également de ce que vous avez pu vivre. Bref, un véritable moment d'échange autour de l'histoire de Marseille. Voilà. Alors aujourd'hui, le titre l'indique, on va évoquer l'histoire du Prado, de l'avenue du Prado et des quartiers périphériques. Mais on va vraiment se concentrer quand même sur cette avenue, sur sa création, ses origines, sur pourquoi, en fait, aujourd'hui, on a une telle artère au milieu de Marseille, quelle a été son utilité, pourquoi elle a été créée, et véritablement, quelle a été la conséquence de l'ouverture de cet axe qui est aujourd'hui emblématique du sud de Marseille sur l'ensemble de la ville. Le but, c'est de vraiment comprendre, finalement, en quoi le Prado a été un axe fondateur dans l'urbanisation et, finalement, le lotissement de certains quartiers de Marseille. Alors, vous le verrez, je vais vous présenter plusieurs images d'archives au cours de mon intervention. Le but, c'était vraiment de rendre cette présentation la plus vivante possible. Et donc, on évoquera dans un premier temps cette création, pourquoi le Prado a été créé, par qui, comment, ses caractéristiques. Puis, on verra son évolution, comment les bâtiments, quels étaient les bâtiments qu'il bordait, comment ceux-ci ont évolué, quelles ont été finalement leur évolution à travers le temps et comment on est arrivé au paysage qu'on a actuellement. Et dans une troisième partie, on évoquera plus particulièrement l'impact du Prado sur sa périphérie, c'est-à-dire comment l'avenue du Prado a été fondatrice pour les quartiers qui se sont lotis tout autour, à l'image du quartier du Rouet, du quartier Perrier ou encore de la plage, comme on le verra. Voilà. Alors, on va commencer avec un petit retour en arrière quand même, pour bien comprendre pourquoi le Prado a été bâti et dans quelles conditions. Il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. Alors, on ne va pas remonter jusqu'à l'Antiquité, parce que ça fait un peu long. J'ai choisi de commencer au XVIe siècle. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les Grecs, quand ils se sont installés, les Phocéens du moins, à Marseille, se sont installés sur la rive nord du Vieux-Port. Donc ici, et la ville s'est progressivement agrandie, mais tout en restant dans des limites qu'on pourrait juger raisonnables aujourd'hui, de 67 hectares. Donc c'est véritablement un tout petit territoire sur lequel Marseille s'étendait au cours du XVIIe siècle. Avec l'arrivée de Louis XIV et de l'intendant des galères Arnoux, la donne change. Il est décidé d'étendre la ville au sud et à l'est de la vieille ville, de créer donc des quartiers qui sont ici et là, qui sont beaucoup plus modernes, avec des trames urbaines, donc une trame orthogonale, donc vous voyez des rues droites qui contrastent fortement avec ce qui se faisait dans la vieille ville. On crée un des plus beaux quartiers baroques d'Europe. Alors c'est pas la Marseillaise qui le dit, c'était les écrivains qui en témoignaient. Donc ce quartier baroque est le quartier Belzunce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous vous baladez du côté du quartier Belzunce, du côté de la rue Tubano ou des rues derrière, vous pourrez voir qu'il y a encore de magnifiques immeubles et hôtels particuliers. L'Arsenal des Galères se trouve ici, et c'est l'intendant qui gérait l'Arsenal des Galères qui a été à l'origine de l'impulsion qui a été donnée à la ville. Et cette impulsion, elle ne va cesser
à partir de 1660, qui est le démarrage de l'agrandissement de la ville, de donner une nouvelle impulsion à Marseille véritablement. Enfin, on a une impulsion qui est donnée et une extension avec, donc vous voyez la vieille ville qui est là, l'extension Louis XIVe qui est à peu près là, et tous ces nouveaux quartiers. Alors là, on a la Plaine, par exemple, le quartier de la Plaine, la rue d'Aubagne, et là, on va avoir la rue de Rome qui est prolongée donc en 1774 par-delà les remparts de la ville, puisque Marseille était une ville ceinturée par de nouveaux remparts sous Louis XIV, qu'il avait fait réédifier. Des remparts qui ont été mis à bas à la Révolution parce qu'ils étaient accusés de couper la ville du terroir, la ville de ses faubourgs. Et de fait, on détruit les remparts, mais dont le tracé reste quand même assez visible. Aujourd'hui, il ne reste qu'un élément de ce rempart, c'est rue des Lys, dans le 7e arrondissement de Marseille. Vous avez derrière le boulevard de la Corderie un vestige de ce rempart. Donc en 1774, on allonge la rue de Rome jusqu'à la place Castellane et on l'allonge sur le terrain d'un marquis, le marquis de Castellane-Magastre, qui donne des terrains à la ville pour ouvrir cette rue de Rome, pour ce prolongement de la rue de Rome, plus exactement, et on crée une place ronde à son bout qui portera donc le nom du marquis de Castellane, d'où la place Castellane aujourd'hui. J'ai choisi de faire un bond dans le temps, de vous montrer cette carte à la fin du 19e pour vous montrer l'impact de l'urbanisation et comment Marseille, en un siècle, en même pas, est passé donc de ceci, plus ou moins entre la fin du 18e et la fin du 19e, à cela. Et donc on voit tout, donc l'extension des ports, dont j'ai beaucoup parlé, qui a eu lieu à partir de 1853, avec le développement progressif des quartiers nord, mais surtout, et ça va être le sujet du jour, le sud de Marseille, qui n'était auparavant, on va le voir, pas beaucoup urbanisé, qui va dorénavant devenir un lieu de résidence et de travail, puisqu'il y avait énormément d'industrie dans le sud. Donc, on va s'intéresser à cette zone-ci, l'avenue du Prado. Alors, on revient un peu en arrière. Je me servirai de ce plan pour illustrer en fait l'évolution des quartiers. Néanmoins, pourquoi c'est important de parler de l'avenue du Prado? En quoi elle a été fondatrice? Là, vous voyez une gravure qui représente en fait la plage telle qu'elle était au début du 19e, début. En fait, au-delà du centre-ville, au-delà de la place Castellane et des quartiers qui avaient été lotis, on n'avait quasiment rien. On avait quelques bâtisses éparses qui avaient été construites. Donc là, pour vous situer, ici, on serait à David. Et donc tout ça, ce serait au fond Notre-Dame de la Garde et tout le reste. Alors c'est une vue qui est imaginée, donc les perspectives ne sont pas tout à fait exactes, mais pour vous montrer quand même qu'il y avait très peu de bâtiments, c'était vraiment très isolé. Et l'ouverture du Prado va révolutionner ça. On va donc, avec l'ouverture du Prado, créer un axe qui est destiné à relier la place Castellane, qu'on voit tout au fond, à la mer, via un rond-point, le rond-point du Prado. Alors, comment s'organise en fait cette création ? En 1837, se fonde une société immobilière, la Société du Prado marseillais, qui est impulsée par deux spéculateurs, et ça, son importance. Donc, messieurs Falck, donc, qui était architecte et qui est connu notamment, il y a une rue qui porte son nom, mais il avait également un château aux Égalades, et monsieur Bernex, qui est le père de celui qui deviendra le maire de Marseille. Et donc, ces messieurs Bernex et Falck s'associent et fondent une société en spéculant. L'idée, c'est de faire fructifier leur investissement. L'idée, c'est véritablement d'ouvrir cette voie, avec l'accord de la municipalité, bien entendu, mais au-delà, l'ouverture de cette voie va leur permettre de commercialiser les parcelles adjacentes et donc de faire un bénéfice. Il faut savoir que cette particularité d'investisseurs n'est pas propre à ces deux hommes. C'est une coutume qui était assez ancienne. Tout
Tout à l'heure, je vous parlais du marquis de Castellane-Magastre. On peut aussi parler de la famille Liotto, sur lequel le cours Liotto a été ouvert, la famille Baye. Toutes ces personnes ne donnaient pas les terrains à la ville par pure philanthropie. Le but, c'était de donner de la valeur à leur terrain. On ouvrait une voie, donc un moyen d'accès, qui raccordait le quartier au centre-ville. Et de fait, les gens qui construisaient des immeubles là, allaient pouvoir les louer facilement, puisqu'il y avait une voie d'accès pour que les gens puissent être dans la ville. Et c'est comme ça que Marseille s'est étendue pour beaucoup. Beaucoup de voies ont été ouvertes sur des terrains privés qui ensuite ont été morcelés à leurs abords et vendus aux plus offrants. Voilà, donc cette Société du Prado, elle crée une large avenue en équerre, donc, qui porte le nom de Prado. Donc, l'avenue du Prado part de Castellane et va jusqu'à la mer. Aujourd'hui, on parle souvent de premier Prado pour désigner la partie qui va de Castellane au rond-point, et de deuxième Prado pour parler de la partie qui va du rond-point jusqu'à la mer. Alors, quand on les a lotis, ces terrains, en 1839, on ouvre cet axe et on les fait inaugurer par le duc d'Orléans. Alors, ce que je viens de vous dire a son importance parce que sur certains sites internet, vous verrez que c'est le duc d'Orléans qui a voulu l'artère du Prado. Alors, c'est pas du tout ça. Il a juste inauguré l'avenue du Prado. Cette avenue du Prado, elle n'a pas été facile à construire parce qu'au niveau du rond-point, notamment, les terrains étaient réputés insalubres. Et pour cause. On se trouve non loin de la basse vallée de l'Uvonne, voire même on la traverse au niveau de Saint-Ginier. Et du coup, on a beaucoup de terres marécageuses. Donc, qui dit marécage dit aussi moustique. Les fièvretières, ces cartes qui étaient l'équivalent du paludisme, sévissaient à Marseille. Et moi qui ai travaillé sur la nosologie, donc l'étude des malades à l'Hôtel-Dieu, je peux en attester, on avait énormément de malades qui venaient à l'hôpital parce qu'ils avaient le palu, ce qu'on appelle aujourd'hui le palu. Et donc, on a ces terres qu'il a fallu assainir pour pouvoir créer une route et au-delà de ça, lotir les parcelles alentours. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, pas loin du rond-point, coule le Jarret, au niveau de Rabateau, si vous allez au bout, là où il y avait la passerelle, qui a été démolie il y a peu, mais au niveau de la place du Général Ferrier, c'est comme ça qu'elle s'appelle, vous avez le Jarret qui coule à cet endroit-là, et pas très loin, au niveau du stade Vélodrome, vous avez l'Uvonne, dont le cours irriguait en fait cette vallée. Alors, à quoi elle ressemble un peu, cette artère? Déjà, elle fait 3 km 400, ce qui en fait déjà une longue artère. Au niveau de la largeur, on est sur 60 mètres au niveau du premier Prado, et comme il y a eu des difficultés, puisque la société immobilière du Prado, qui avait été fondée en 1837, a fait faillite. Du coup, le projet avait dû, au moment des difficultés, être revu à la baisse. Et donc, le deuxième Prado ne fait que 46 mètres de large. Ceci dit, 60 mètres de large, ça fait du Prado la plus large avenue de Marseille. Alors, on a souvent qualifié le Prado de Champs-Élysées marseillais. Alors oui, puisque c'est l'avenue la plus large et que c'était une promenade. Néanmoins, en comparaison, les Champs-Élysées parisiens, c'est 90 mètres de large, donc 30 mètres de plus. Néanmoins, c'est notre artère, donc c'est quand même la plus belle. Alors, dès l'origine, on le voit, on a des arbres qui sont plantés. Alors, des platanes, à l'origine, qui sont tombés malades au cours du temps, et du coup, on va les remplacer par des micocouliers. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de micocouliers, en fait, sur le Prado, à cause de maladies. Si on a planté des arbres, c'est parce que dès l'origine, le Prado est conçu pour être un espace de promenade, un espace où on vient se balader. Certains d'entre vous l'ont vu sur le groupe Facebook et sur Instagram, j'ai posté une photo où on voyait des nannies avec les petits se balader, des personnes âgées assises sur les bancs, venir profiter de l'ombre. Donc l'idée avec les arbres, c'est d'attirer de la fraîcheur et de l'ombre en été et de rendre les lieux propices à la promenade. Il faut savoir qu'à Marseille, dès qu'on ouvrait un cours, donc un cours est synonyme de lieu de promenade, on plantait des arbres. C'est pour ça que vous aviez des arbres sur le cours Liotto, à la base, que vous aviez des arbres au niveau des allées de Meillan, qui sont devenus donc, le haut de la Canebière, donc la partie entre les Réformés et le boulevard d'Athènes,
Voilà. Et c'est pour ça qu'on a très souvent des arbres qui bordent les avenues. Alors, pour la petite anecdote, les Marseillais étaient très attachés à leurs arbres. Sauf que pendant longtemps, on les a conservés, et vraiment la municipalité avait fait attention à ça. Sauf qu'en 1955, quand Defer a commencé à vouloir faire circuler énormément de voitures dans la ville, il n'y avait pas 36 solutions. C'est soit on rapetissait les trottoirs, et donc on enlevait les arbres, et on laissait les voitures, soit on ne pouvait pas laisser autant de voitures passer. Et notamment, quand le cours Lyoto a été rénové, donc en 1955, il a fait abattre tous les arbres du cours pour élargir les chaussées. Et ça, les Marseillais lui en ont longtemps voulu. Ce qui explique que lors de son avant-dernier mandat, puisque Defer est resté très longtemps, il a été élu en 1953, il est mort au pouvoir en 1986, à chaque fois réélu par les Marseillais. C'est ce qui explique qu'à la fin, au début des années 70, la ville, consciente de l'importance de la végétation pour les Marseillais et du fait qu'on allait leur reprocher d'avoir enlevé les arbres des grandes artères, a investi énormément dans l'achat de parcs. Et c'est pour ça qu'à partir des années 70, on a de nombreux espaces verts qui ont été acquis, souvent des anciens domaines bastidaires, qu'on a transformés souvent en mairie. C'est le cas par exemple de la mairie du 15e, le parc François Billoux. C'est encore le cas du parc Valbel qui se situe par exemple en face du parc Borély. Voilà, je clôt la parenthèse sur la végétation. Et on va s'intéresser à l'artère en elle-même et plus exactement à son rond-point. Voilà une photo du rond-point vers 1890. On voit, c'est finalement juste une esplanade qui fait le lien entre les deux parties du Prado. En 1854, pourtant, le paysage était totalement différent. On avait un jet d'eau qui ornait un bassin qui avait été réalisé par l'ingénieur Franz Mayer de Montrichet, donc le même qui a réalisé le canal de Marseille en 1839, à partir de 1839. Et donc, Montrichet avait créé un bassin avec un jet d'eau. Sauf que voilà, en 1875, quand Marseille commence à organiser son réseau de transport en commun via les tramways, on a besoin d'espace pour les rails. Le rond-point du Prado est une intersection, donc on fait sauter le bassin pour laisser passer les rails du tramway. Voilà pourquoi, pendant longtemps, on a eu un espace vide au milieu. Donc, là, on est en 1923. C'est une vue du ciel qui a été prise par l'IGN, donc qui appartient à la Photothèque nationale. Et pendant longtemps, parce qu'on est très nombreux à avoir connu le rond-point comme ça, on va avoir soit un espace vide, soit des petits terre-pleins de verdure qui vont être coupés au milieu par la route. Alors aujourd'hui, si vous allez au rond-point, vous verrez, il y a un grand rond-point de verdure qui correspond à cette emprise-là. Donc aujourd'hui, c'est recouvert de verdure. Alors, vous me connaissez, j'aime bien aller fouiller les photos un peu qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude. Donc cette vue du ciel, moi, elle m'a parlé, parce qu'on voit en fait les entrailles du rond-point du Prado. Ici, ce sont les fondations et surtout le tunnel qui relie aujourd'hui le boulevard Michelet et le deuxième Prado directement à l'autoroute via le Prado-Carénage. Donc voilà, donc aujourd'hui, le rond-point, ce n'est plus qu'un couvercle, en fait, de verdure avec quelques fleurs qui sont plantées d'ici et là. Voilà. Donc, hormis ce rond-point, on va avoir deux monuments qui bordent l'avenue Prado. Le premier, alors on va remonter un peu dans le temps. Au niveau de la place Castellane, originellement, à partir de 1811, on trouvait cet obélisque. Cet obélisque, il avait été offert à la ville en commémoration de la naissance de l'Aiglon, en 1811, le fils de Napoléon Ier. Il est resté en place jusqu'en 1911, 60 ans. Et là, on voit que les trams y tournaient autour, pas comme au rond-point. Et en 1911, Jules Cantini, le marbrier, va offrir à la ville cette statue, cette colonne, cette fontaine, qui est avec une statue qui a été placée là en 1913, qui est une allégorie de Marseille, qui pointe le Vieux-Port, le centre-ville, et
la base, qui est une allégorie des cours d'eau qui alimentent Marseille. C'est aujourd'hui la fontaine qu'on a sur la place Castellane. Cantigny, je vais vous en parler dans 2 petites secondes, parce qu'il a eu un rôle majeur dans la décoration de la ville, mais pas que. Au bout, la mer, le rivage tel qu'il était jusqu'en 1970, exactement jusqu'en 1974, au moment où la mandature de Defferre a entamé les travaux d'aménagement des esplanades et du parc balnéaire du Prado. Et donc, aujourd'hui, on a cette statue de David. Alors, cette statue de David, au début, il n'y avait rien, c'était un rond-point. Et en 1949, après moult tergiversations, on se décide d'installer cette reproduction du David de Michel-Ange, dont l'original est à la galerie dell'Accademie à Florence. Et on met cette reproduction en place, donc en 1949. Elle a été offerte, cette reproduction, par Cantigny. Et c'est là où on voit que finalement, Cantigny, le don Cantigny orne le début et la fin. Il faut savoir que Cantigny a énormément donné à la ville, d'abord parce qu'il lui était reconnaissant, parce que lui-même avait développé son commerce finalement à la force de son poignet, si je puis dire, parce que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, qui n'avait pas finalement, qui a choisi avant son décès de léguer quasiment toute sa fortune à la ville de Marseille. Donc il a légué des œuvres d'art, telles que les 2 que je vous ai... Alors, la place Castellane, il était vivant, mais celle-là, il l'a léguée. Il a légué de très nombreuses propriétés. Il a notamment légué le château Montaigne, le château de Saint-Barnabé, qui est aujourd'hui une crèche qui appartient à la ville, qui est louée à la ville et à la crèche. Il a également donné à la ville un hôtel particulier, le sien, qui est aujourd'hui le musée Cantigny, le musée moderne, et toutes ses collections. Tout ça, ça fait partie du legs Cantigny. Et donc, il avait aussi donné ses ateliers qui étaient sur le Prado, qui aujourd'hui ont été démolis, qui ont laissé la place à une résidence qui se trouvait à l'angle du boulevard Louvain. Bref, tout ça pour vous dire que le Prado, quelque part, conserve la mémoire de ce legs et de l'importance que Cantigny a voulu donner à sa ville en remerciement, en fait, de quelque part de ce qu'il avait reçu. Voilà, je clôt la parenthèse de la décoration. Juste pour vous dire que la fontaine, j'ai oublié de vous le dire, l'obélisque qui trônait auparavant sur la place Castellane n'a pas été mis au rebut, il a été déplacé et on le voit aujourd'hui au rond-point de Mazargues où il orne donc le rond-point. Voilà. Alors, on va à présent s'intéresser au lotissement des abords du Prado, à cette avenue. Comment on en est arrivé finalement à une artère, certes bordée d'arbres avec des bancs, mais surtout une artère où il y a des immeubles de part et d'autre. Je vous l'ai dit au début, ça a été un échec. Les parcelles ont mis longtemps à se commercialiser, d'abord parce qu'elles étaient bien à l'extérieur de la ville, c'était vraiment la frontière de la nouvelle ville, donc il n'y avait pas encore l'idée de se développer au sud. La plupart du temps, comme je vous l'ai montré au début, on avait des terrains isolés, on avait quelques zones bastidaires, le parc Borilly existait déjà par exemple, et on avait quelques grosses propriétés agricoles, notamment dans le quartier Sainte-Anne ou du côté de Mazargues, mais on n'avait pas vraiment de vie. La vie, c'était la vieille ville, c'était les quartiers qui s'étaient développés au XVIIIe. Et donc on avait une réticence des personnes à investir là-bas, mais il faut dire aussi qu'il y avait une autre réticence. Cette réticence, elle est récurrente à travers le temps pour qui travaille sur l'histoire du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe et un peu du XXe. Vous allez comprendre pourquoi. La crainte, en fait, pourquoi les gens ne voulaient pas investir dans les nouveaux quartiers. Ils avaient peur que ces nouveaux quartiers prennent de l'essor et que cela dévalue les biens qu'ils possédaient dans les vieux quartiers. C'est pour ça que quand Louis XIV a voulu agrandir la ville et créer du lotissement dans les nouveaux quartiers, les grands bourgeois qui dirigeaient la ville, les grandes familles négociantes, ont freiné tout ce qu'elles pouvaient, sous prétexte que ça allait coûter cher aux Marseillais en impôts, ce qui a été le cas, il ne faut pas se leurrer, mais aussi on a repensé en se disant que qui allait construire dans la nouvelle ville, est-ce qu'ils allaient pouvoir eux investir, est-ce que du coup ça n'allait pas faire perdre de la valeur à leurs biens dans le centre-ville, et donc toujours on a eu cette crainte et on freine. Et avec le Prado, il y a fort à parier que la même démarche
a été pensé et que du coup, on a été récalcitrant à vouloir créer des immeubles dans ce quartier-là, sous peur justement de voir les biens qui se trouvaient dans la ville dévalués. Ceci étant dit, malgré ça, malgré la faillite de la société immobilière, on va avoir un lotissement qui va se faire. Alors, il y a différents types d'immeubles et d'institutions qui vont s'installer au bord du Prado. D'abord, on a ce qu'on appelle des immeubles de rapport et des hôtels particuliers, c'est-à-dire des personnes qui vont choisir de faire du Prado leur résidence en se faisant construire de beaux immeubles, et également des gens qui vont choisir de faire construire des immeubles dans lesquels ils vont louer différents appartements. Tout ne va pas être construit en une seule fois. On va avoir un immeuble, une parcelle qui va être lotie, puis une parcelle 50 mètres plus bas, puis après c'est la parcelle de 20 mètres avant qui va être lotie. Ce qui explique que quand on voit cette image, elle est assez parlante, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'unité architecturale dans les vieux bâtiments du Prado. On va avoir des immeubles de style classique qui vont côtoyer des immeubles de style nouveau, des immeubles de style art déco. Bref, en fonction de la période où ça a été construit, on adoptera un style différent, ce qui explique. Donc là, on est au niveau du métro Périer, la rue de Cassis est juste là-bas, qui explique donc du coup qu'on a cette non-uniformité architecturale et qui aujourd'hui caractérise bien le Prado, puisque les derniers bâtiments ont été construits donc, cette année. Donc on voit bien qu'on a vraiment un panel architectural qui est typique de tout ce qui a pu se faire en termes d'architecture depuis le milieu du 19e jusqu'à aujourd'hui. Sur le deuxième Prado, on a de nombreuses parcelles qui vont être loties avec des hôtels particuliers, des grands bourgeois qui vont faire construire des hôtels, des maisons. Donc j'en ai choisi 3 qui avaient des styles assez intéressants. Nombre d'entre eux existent toujours. Si vous baladez sur le deuxième Prado, on ne les voit pas toujours depuis la rue parce que souvent il y a de grandes haies qui les protègent. Mais si vous regardez sur Google Maps, et je vais vous le montrer tout à l'heure sur les vues de l'IGN, vous verrez c'est assez flagrant ce qu'on peut découvrir quand on prend un peu de hauteur. Donc ces grandes familles qui se font construire donc ces hôtels particuliers. On va ensuite avoir des institutions religieuses qui vont s'installer aux abords du Prado. Alors, il y avait la chapelle Saint-Adrien, notamment, qui est à l'emplacement de l'église du Sacré-Cœur. L'église du Sacré-Cœur, elle, sera bâtie au début du XXe siècle pour commémorer le souvenir des soldats morts en 1418, mais également le souvenir de la peste de 1720. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ce n'est pas de cette église dont je voudrais parler, c'est de ce couvent-là. Ce couvent, c'est le couvent qui était dit des Sacramentines. Alors, je vais juste lire, parce que c'était la congrégation des Sœurs de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Voilà, vous m'excuserez, mais je n'avais pas retenu tout le nom. Donc, elles étaient appelées les Sacramentines. Et ces Sacramentines, en 1850, elles ouvrent un énorme couvent sur l'avenue du Prado, dont il est longtemps resté les bâtiments. On en a là un exemple. Et ces bâtiments, ils ont été transformés en 1919 en hôpital par l'abbé Jean-Baptiste Fouque. C'est l'hôpital Saint-Joseph. Ce qui explique que quand vous rentrez dans l'hôpital, vous avez une allée de platanes, parce que ça, c'était l'allée de platanes qui menait jusqu'à l'église et au couvent des Sœurs, qui a été conservée. Voilà. Et donc, toute l'emprise de l'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital privé, donc un hôpital mais privé, qui ne dépend pas donc de l'AP-HM, et donc cette fondation qui a été créée pour les pauvres à la base, en 1919 par l'abbé Fouque, et qui est aujourd'hui un des hôpitaux emblématiques, puisque nombre de personnes y sont par exemple nées, moi la première, et donc cet hôpital qui est assez fort en tant que marqueur en fait de ce patrimoine marseillais qui a évolué, et donc de ce patrimoine religieux qui existait. Alors aujourd'hui, les bâtiments n'existent plus, néanmoins, on a quand même le souvenir des Sacramentines qui étaient installées sur le premier Prado. On a ensuite des édifices publics qui vont être ouverts sur le premier Prado. Alors j'ai choisi de vous en montrer un, parce que j'ai bien aimé la gravure, mais si on regarde aujourd'hui, la vue n'a pas changé. C'est la caserne de gendarmerie qui se trouve au niveau du premier Prado, à côté de l'église du Sacré-Cœur, qui a été bâtie par l'architecte du département Auguste Martin, qui est aussi l'architecte du palais de justice, par exemple. Et cette caserne de gendarmerie, elle est notamment connue pour avoir
hébergé, on va dire, la naissance d'un acteur qui a été fétiche pour Marcel Pagnol, qui est Charpin, qui, pour ceux qui connaissent la trilogie ou La fille du puisatier, alors pour la trilogie Marius Fanny César, c'était Panis, maître Panis, et La fille du puisatier, c'était le père de l'aviateur dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà, exactement. Donc, on a cette caserne qui existe toujours, qui aujourd'hui a été totalement réhabilitée et qui est transformée donc, pour devenir une autre institution privée, cette fois, il me semble. Voilà. On arrive au point de vue intéressant. Si je vous dis où se situe là, ce lieu, je pense que vous allez tous ouvrir des yeux comme des soucoupes. Des yeux comme des soucoupes, pardon. Pourquoi ? Sur le premier Prado, et le deuxième, on va trouver des usines. Et oui, il y a du foncier disponible, on raccorde par la route ces quartiers au centre-ville, donc on peut facilement acheminer des matières premières et réexpédier des produits finis. Donc du coup, les industriels qui ont besoin d'espace vont s'installer sur le premier Prado. Alors je garde un peu de suspense. Une usine qui était assez emblématique de ce premier Prado, et malheureusement je n'ai pas trouvé d'image, c'était une fabrique d'allumettes qui était énorme et qui se situait entre la rue Borde et la rue de Cassis, donc à l'emplacement de l'hôtel des impôts. Là, il y avait une énorme fabrique d'allumettes avec énormément d'ouvrières qui travaillaient. Allez, maintenant je vais vous dire où c'est ça. Ça, c'est dans une des rues peut-être les plus chères en termes de foncier de Marseille aujourd'hui. C'est la rue Rodokanaki. C'est le bout de la rue Rodokanaki, donc la descente, les usines et les arbres du Prado qu'on voyait. Voilà. Donc, si on est là au début du XXe siècle, c'est une image des archives municipales. Donc, on voit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas forcément quelque chose de très résidentiel. Au contraire, on avait énormément d'usines. On y reviendra tout à l'heure quand j'évoquerai le Rouet, mais on avait véritablement une mixité de population et une mixité d'usage du Prado. On avait des logements communs, avec plusieurs familles dans un même immeuble. On avait des gens qui avaient des hôtels particuliers, une seule famille. On avait des usines, on avait des institutions publiques, on avait des institutions privées. Et donc tout ça drainait une population très différente. Au-delà des fabriques et de tout ce que je viens de vous dire, on avait aussi des lieux de loisirs sur le Prado. Peut-être le plus emblématique, c'est celui-là. C'était le casino de la plage qui se situait donc au niveau du David. Alors, au niveau de la résidence aujourd'hui qui s'appelle l'Éolienne, qui a été conçue par René Heger, en lieu et place de l'hôtel particulier de Gaston Castel, qui avait été bâti dans les années 30, à la place du casino. Donc à l'époque, Marseille disposait d'un casino. L'autre lieu de loisirs qui était aussi emblématique, mais qui lui aussi a disparu, c'est ce qu'on appelle le Château des Fleurs. Alors, le Château des Fleurs, certains d'entre vous, ça peut parler, parce qu'il y a une salle de réception qui se trouve là-bas, il y a aussi une synagogue qui se trouve là-bas, et on a des immeubles aujourd'hui, mais on reviendra sur l'histoire de la parcelle un peu plus tard. Mais en attendant, ce Château des Fleurs, quand il a été ouvert en 1848, c'était le lieu de loisirs des Marseillais. Il y avait des bassins, il y avait un hippodrome, il y avait des salles de spectacle. Il y avait véritablement énormément de choses, de nouveautés qui étaient proposées aux Marseillais, et donc les Marseillais étaient très attirés, puisque les Marseillais ont toujours été friands de loisirs et d'opéra. Pendant très longtemps, la réputation des Marseillais, c'était d'être des fans d'opéra, quelles que soient leurs conditions sociales. Et c'était aussi un public qui était réputé pas facile, parce qu'ils n'hésitaient pas à jeter des tomates quand ça ne leur plaisait pas. Donc les artistes avaient un peu peur de venir des fois se produire à Marseille. Néanmoins, cette salle de spectacle, elle va vraiment exploser, et jusqu'en 1879, où elle va faire faillite, et où elle deviendra plus qu'un espace de réception, qui a été fréquenté à un moment par, vous comprendrez, ce qu'on appelait des mondaines ou des demi-mondaines. Donc c'était plus trop le lieu familial, et donc forcément c'est tombé en désuétude, et ça a fini par fermer, et on verra ce que c'est devenu après. Je vous le disais, les abords du Prado ont largement évolué. On est passé finalement de quelques parcelles aménagées à une urbanisation très massive. Et donc là, ce sont deux vues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc une de 1923 et une de... Alors, c'est pas 2021, c'est 2011 certainement, si c'est une vue IGN. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment
les jardins des propriétés et comment tous les champs qui étaient derrière les terrains non lotis ont finalement laissé la place à des ensembles très grands, des bureaux, des immeubles de logement. Et finalement, on a eu une urbanisation massive du deuxième, mais également du premier Prado. Tout à l'heure, je vous montrais la rue Rodokanaki. Aujourd'hui, il n'y a pas une dent creuse à la rue Rodokanaki. Tout a été loti, tout a été aménagé, on a des immeubles de toutes sortes. On revient sur le château des Fleurs, qui est un des illustres exemples qui est intéressant. Donc là, on a l'emprise du château, du parc, avec les bassins dont je vous parlais. Donc voilà ce que ça donnait, une vue du ciel qui date de 1923, là, pour le coup. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc la vue n'est pas tout à fait la même, donc c'est là la parcelle du château des Fleurs, deuxième Prado ici. Et donc on voit tout ce qui a été bâti, tout ça, dessus. Et notamment, en 1931, a été ouvert sur cette parcelle l'église orthodoxe arménienne, qui est la première église arménienne à avoir été ouverte à Marseille. Pas le premier lieu de culte. Le premier lieu de culte arménien était ouvert en 1922 au sein du camp Odo, qui était un camp de transit pour les réfugiés, puisque les Arméniens sont arrivés massivement à Marseille entre 1922 et 1927, date à laquelle le camp Odo a fonctionné. Et le camp Odo, il se trouvait plus ou moins à l'emplacement du métro Capitaine Gèze, un peu plus haut, mais du coup, c'était dans ce coin-là. Voilà. Un autre cas qui est très intéressant pour vous montrer l'évolution des lieux, c'est le Grand Pavois. Alors ça, j'avais dit que je vous dirais un mot, donc je vais vous en dire un mot. Parce que ce Grand Pavois, donc on voit ici, il a été bâti donc en 1975 à l'emplacement des anciennes usines Renault, de la régie Renault, donc qui se trouvait ici. Et d'ailleurs, pendant longtemps, si vous vous rappelez, il y avait une concession Renault qui était au rez-de-chaussée du Grand Pavois. Donc il a été bâti par l'architecte Georges Delbès avec d'autres collaborateurs. Et donc on voit ici donc la piscine sur le toit. C'est un immeuble de 30 étages. Il y a 11 logements par palier. À ce jour, il fait 102 mètres officiellement, mais comme il y a une antenne de télécommunication, ça fait 115. Donc, ce qui en fait l'immeuble d'habitation le plus haut de Marseille. Il a été bâti en 1975. Pour rappel, aujourd'hui, on a deux autres immeubles qui sont de grande taille à Marseille, ce qu'on appelle des IGH, immeubles de grande hauteur. Donc, la tour CMA CGM, 141 mètres à Reims, qui a été conçu par l'architecte Zaha Hadid et qui a été réalisé par un cabinet marseillais qui s'appelle MAP Architecture. Les locaux sont juste derrière, d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a la tour La Marseillaise, qui a été designée par Jean Nouvel, donc les ateliers Jean Nouvel, et réalisée par le cabinet d'architecture Tangram Architecte, qui est lui non plus pas très loin. Donc ça, ce sont uniquement des immeubles de bureaux. En termes d'habitation, le Grand Pavois est le plus haut, et il va le rester, puisque dans les projets, aujourd'hui, on a une autre tour d'habitation qui devrait être conçue, du moins qui est projetée à Reims, à côté de la tour de la Marseillaise. C'est H99, qui a été, donc, elle, conçue par l'architecte Jean-Baptiste Pietri, et qui devrait être réalisée, si les projets sont réalisés, donc dans les prochaines années. Et H99 sera donc la deuxième tour d'habitation de Marseille. Voilà. Je vous ai montré l'urbanisation des lieux, je vous ai montré comment ça avait changé, comment on avait eu beaucoup de programmes très différents qui s'étaient établis sur ce Prado. J'aimerais à présent vous parler des conséquences de l'ouverture de l'avenue du Prado sur la ville. Comment cette avenue du Prado a finalement été fondatrice dans l'urbanisation du sud de Marseille, comment elle a commencé à structurer son visage et comment elle lui a donné des caractéristiques qui font aujourd'hui qu'on a ce paysage urbain que l'on connaît tous. Alors, le premier quartier à avoir été loti, c'est celui-là. Donc les abords. Donc on est au niveau de la rue Saint-Sébastien, de la rue... Alors c'est pas Falque, excusez-moi, le nom est Fiole. Voilà. Donc ça, ce sont les premières parcelles qui ont commencé à être loties. Et
finalement, on va avancer et grâce à un négociant dont le nom vous dira forcément quelque chose, puisqu'il a donné son nom au quartier qui a été ouvert grâce à lui, c'est Théophile Perrier. Alors, Perrier, en fait, il avait des terrains, et étonnamment, il a donné à la ville pour qu'on ouvre un axe dessus. Donc, ce monsieur Perrier, en fait, il va d'abord faire prolonger la rue Paradis, qui s'arrêtait au niveau de la rue du docteur Esca, jusqu'en 1849, et il va la prolonger donc jusqu'à un rond-point, le rond-point Perrier, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de place de Libes, mais qui à la base portait son nom. Donc on avance dans l'urbanisation, le boulevard Perrier est ouvert, le rond-point, et donc fatalement on lotit les parcelles qui sont entre l'avenue du Prado, qu'on appelait la promenade, sur le plan, vous le voyez à la fin du 19e, et la rue Paradis. Et donc on commence à lotir par ici. Alors on lotit comment? Essentiellement, comme vous le voyez encore aujourd'hui, par des immeubles de rapport ou des immeubles qui sont destinés à une seule famille, mais en tout cas des immeubles qui ont la caractéristique très souvent d'avoir des jardins à l'arrière. C'est pour ça que quand vous regardez une vue du ciel de ces quartiers, vous allez très souvent voir des jardins ou des cours à l'arrière. Ça, c'est la première effort de Théophile Perrier. Le deuxième, c'est qu'il ne va pas en rester là, puisque quand même ça marche bien, et donc il va décider d'ouvrir une deuxième partie entre son rond-point et l'avenue du Prado, de façon à créer une parallèle, sachant que c'est compliqué d'ouvrir ça, parce qu'on est sur un relief très pentu. Pour qui emprunte la rue Paradis dans cette deuxième partie, ça monte. Alors selon si on vient de la ville, ça descend, mais si on vient du deuxième Prado, ça monte. Et ça monte quand même pas mal. Donc, et en plus, il a fallu adapter le relief, enfin, du moins le relief de la rue, pour pouvoir laisser passer à l'époque les voitures à cheval. Donc on ne pouvait pas demander à un cheval de monter la même chose qu'une automobile aujourd'hui. C'était pas la même puissance, puis les mêmes efforts. Donc du coup, on ouvre cette rue Paradis, on la nivelle un peu, puisque comme vous le voyez, là, ça représente le relief. En fait, donc là, on a le boulevard Vauban, ici. Et donc tout ça, c'est les Hauts-de-Périer. Et ne serait-ce que les Hauts-de-Périer, quand vous les regardez, vous voyez bien qu'il y a vraiment, c'est vraiment pentu. Et on lotit, on urbanise, on construit des immeubles, on installe des usines et on avance. Et finalement, on va raccorder ce village, enfin, ce qui était un petit village, la paroisse de Saint-Ginier, au reste de la ville. Et au-delà de ça, on lotit, on arrive au deuxième Prado, et au rond-point du Prado, pardon, et en 1890, la ville décide un nouveau raccordement, qui est celui du rond-point du Prado, jusqu'au village de Mazargues. C'est l'ouverture du boulevard Michelet. Et donc, cette poussée d'urbanisation qu'on voit là, vers le sud, va continuer encore plus loin. Les quartiers, par exemple, du coup de Saint-Ginier, qui étaient avant tout des quartiers agricoles, où il y avait quelques fabriques qui s'installent avec l'ouverture des nouveaux axes, vont vraiment exploser à cette époque-là. Le quartier de Sainte-Anne, par exemple, c'est une création qui date des années 1850-1860. Avant, on n'avait que des propriétés avec des grands champs qui ont été souvent coupés, notamment, je pense à la propriété de la Maguelone, où il y a l'école de musique aujourd'hui, dont les terrains ont servi notamment à construire la cité radieuse du Corbusier. Donc, vous voyez qu'il allait de l'autre côté du boulevard Michelet. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on a une poussée vers le sud et que donc la ville va se lotir, va avancer. Et le Prado est un avancement de cette ville vers le sud. Et on le voit bien sur ce plan-là, où on a vraiment énormément de choses qui ont bougé. On a la plage aussi, qui s'est raccordée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec tous les terrains derrière les hôtels particuliers qui vont être aménagés, qui vont être lotis, et aujourd'hui, on a très peu d'espace disponible, mais cette pression, finalement, immobilière, elle a commencé avec l'aménagement du deuxième Prado, et donc le lotissement de toutes les parcelles qui étaient périphériques. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on reprend le plan du début. Donc à la fin du 19e, on a donc tous ces quartiers
qui ont été lotis. Et on voit qu'encore là, on a beaucoup plus de propriétés isolées avec des hôtels particuliers. Hein. C'est les petits carrés que vous voyez. Tandis que là, c'est beaucoup plus dense. Il y a un quartier qui va vraiment avoir dans sa genèse une transformation massive de son paysage avec l'ouverture du Prado, c'est le quartier du Rouet. Alors j'en parlerai plus en détail demain pour la conférence du CIQ, néanmoins je voulais vous en dire quelques mots, parce que ce quartier, il est assez emblématique de l'impact qu'a pu avoir l'ouverture du Prado sur les quartiers périphériques. Le Rouet, il y avait juste une petite chapelle à la base, une petite chapelle qui aurait été détruite vers 1932, mais qui datait alors, du XIe siècle, et il y avait un petit bourg qui était organisé tout autour. Ce Rouet, si on revient à la carte, donc il se trouve ici, donc coincé entre l'avenue du Prado et ce qui va être ouvert en 1870, la gare du Prado, alias la gare Sud, alias pour ne pas la nommer pour ceux qui ont connu Marseille dans les années 80, la gare des Bordilles. Voilà, qui doit son doux nom au fait que les ordures étaient expédiées à Entresans par des trains qui partaient de cette gare. Alors, le nom du Rouet, juste pour vous faire un petit mot de toponymie, ça dériverait du nom de la chapelle, Notre-Dame du Rouet, en fait, qui viendrait du fait que quand un ange est apparu à la Vierge pour lui annoncer qu'elle était enceinte du Christ, elle était en train de filer au Rouet, et donc Notre-Dame du Rouet. Pour certains historiens, comme André Bouyala d'Arnaud, cette explication, elle ne tient pas, et lui, il rapprocherait plus le mot Rouet du provençal rour, qui signifie chêne, et qui laisserait à penser donc, que dans le périmètre, il y avait de nombreux chênes qui auraient donné son nom au lieu. Ce qui n'est pas improbable, puisque souvent à Marseille, on donnait des noms de quartiers par rapport à leurs caractéristiques. Le Roucas blanc, par exemple, s'appelle ainsi parce qu'il y avait des roches blanches, les traductions provençales. Alors, ce Rouet, au début, c'était énormément de parcelles agricoles, et finalement, la ville va en faire un pôle industriel de premier ordre, pardon. On va ouvrir donc en 1870-71 la gare du Prado, là où se trouve aujourd'hui le parc du 26e centenaire. Cette gare, c'est une gare de fret uniquement, il n'y a pas de passagers. Les passagers, c'est à la gare Saint-Charles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on envoie le message aux industriels. En gros, on leur dit, voilà, c'est là que ça se passe. Si vous voulez envoyer par le train, vous avez le quartier portuaire, près de la gare, ok, le nord, mais vous pouvez aussi venir vous implanter là parce que vous aurez les infrastructures nécessaires. Et les voies, notamment, qui desservaient tout le reste de la France. Et donc, les industriels vont comprendre l'enjeu de s'installer à côté d'une gare. Et comme ça avait été le cas à côté du boulevard National, par exemple avec les usines Picon, dont les anciens bâtiments existent toujours du côté du boulevard National, et les très nombreuses usines qui se sont implantées, on va avoir de nombreuses usines qui vont s'implanter du côté du Rouet. Et donc, si on regarde cette vue du ciel donc, de 1923, toujours, on reconnaît donc les toitures des sites industriels et donc qui ont composé ce quartier et surtout la gare qu'on voit là. Il y a un des toits qui a été conservé dans le parc et donc on voit vraiment l'importance aussi de la présence industrielle à Marseille dans cette zone sud qui rejoint, rappelez-vous, la zone industrielle qui s'était créée aussi de l'autre côté du Prado avec les usines qui parsemaient donc les anciennes usines de la rue Renault, les anciennes usines de la rue Rodokanaki. Donc, on a un paysage qui est quand même très porté sur l'industriel et avec une scission qui s'opère quand même au niveau du premier Prado, où on a quand même une concentration à ce niveau-là des industries. Et bien qu'il y ait des usines ici, et il y en avait pas mal, et même là, à Saint-Ginier, on a du résidentiel qui se mêle. Et on a un paysage donc, où cohabitent à vol d'oiseau des habitations très bourgeoises et des petites maisons qui vont être construites pour abriter les ouvriers qui logent dans le quartier, des petites maisons et des petits immeubles, notamment du côté de des rues Renzo Piano, la rue Benedetti. Vous avez des petits immeubles 3 fenêtres d'aspect très simple qui étaient en fait destinés à être loués aux ouvriers. Alors, ce quartier du Rouet, il a connu une évolution
qui a vraiment changé sa physionomie. Donc en 1991 ont été lancés les travaux des allées Turcaméry, qui portent le nom des Turcaméry, était une marque automobile qui était construite à Marseille. Et on va ouvrir donc ces allées à l'emplacement d'un ancien garage qui était très connu parce que c'était un dépôt d'autobus, puis ensuite un dépôt de taxi. C'était le garage Mattei, dont la structure avait été héritée de l'exposition coloniale de 1922, puisque c'était le palais de l'automobile de l'exposition qui avait été transporté là. On le détruit, enfin du moins on le démonte, et on ouvre les allées Turcaméry, donc qui sont ici, et qui rejoignent donc le boulevard Cantigny, qui est un peu plus haut, et donc le boulevard du Centenaire, enfin, le parc du Centenaire, pardon. Et donc on change la physionomie aussi de ce quartier, puisqu'on va créer de nouveaux immeubles de bureaux essentiellement, mais aussi du résidentiel hôtelier. On a pas mal d'hôtels en fait dans ce coin-là. Et finalement, on donne au quartier un nouvel élan, du moins un élan qui va être complètement repris dans les années 2000, avec la refonte du paysage du Rouet, puisque beaucoup d'anciens immeubles ont été détruits pour construire tous les immeubles que vous voyez ici. Donc là, on est au parc du 26e centenaire. La gare donc, qui a été transformée, requalifiée, les allées Turcaméry qui sont ici. Et là, on a toutes les barres d'immeubles qui ont été créées et qui jalonnent aujourd'hui le quartier du Rouet, bien que, et ça, ce sont les habitants qui ont tenu, qui se sont battus pour, hein, notamment, on a quand même ce cœur historique, cet ancien chemin du Rouet qui est devenu la rue du Rouet, qui conserve quand même ses caractéristiques de petite ville avec ces petits immeubles bas. Voilà. Alors, j'en ai fini pour le Rouet et on va passer à la conclusion. Je voulais montrer, l'avenue du Prado était vraiment, lorsqu'elle a été ouverte, l'idée c'était vraiment de faire fructifier les investissements des porteurs de projets et d'installer de nouveaux Marseillais dans cette ville, d'étendre la ville au sud, d'y construire des nouveaux logements. Mais finalement, ce ne sont pas que des nouveaux logements qui vont venir s'y bâtir. On va également avoir des institutions religieuses, des parcs de loisirs, des hôtels particuliers pour le coup réservés, ou alors des usines aussi qui ont été mis. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, le Prado, c'était pas une zone résidentielle pure à la base. On avait vraiment une mixité de population. C'est-à-dire qu'on avait des ouvriers, on avait des bourgeois, on avait de très grands bourgeois, et toutes ces personnes, en fait, vivaient dans le sud de Marseille. Donc le sud de Marseille, c'était vraiment un lieu qui n'était pas réservé à l'élite. On avait vraiment, quel que soit l'endroit, on pouvait passer d'un quartier ouvrier à un quartier plus bourgeois. Et ça, c'est resté très longtemps ainsi. On a quand même, ce qui est quand même à noter, c'est quand même, sur le deuxième Prado, on a quand même un déplacement de population très aisé, et déplacement du centre-ville vers le sud de Marseille. Alors pourquoi ? Au 18e, fin 18e, 19e, les populations bourgeoises sont beaucoup installées dans le quartier de la préfecture, rue Stanislas Thorins, la rue des Princes, du côté de la rue Sylva-Belle. D'ailleurs, si vous allez vous balader dans le quartier de la préfecture, levez les yeux. Vous verrez, il y a encore, par exemple, rue de Brignoles, vous verrez, il y a encore de magnifiques hôtels particuliers, rue Sylva-Belle aussi. Voilà, la bourgeoisie habitait là. Et cette bourgeoisie, elle a été réticente au début à s'installer dans le sud, parce que justement, elle était bien, elle était entre elles, elle avait peur de ce qu'elle allait pouvoir trouver sur le deuxième Prado. Et puis finalement, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir créer des jardins. Et puis il y a eu beaucoup de négociants étrangers qui sont venus s'installer à Marseille. Ces négociants étrangers n'avaient pas le même passif avec la ville, le même vécu. Et donc eux étaient prêts à aller un peu plus loin, puisque de toute manière, tout leur était offert. L'avenue était raccordée au centre-ville. Il y avait pas mal d'aménités à côté. Pourquoi aller habiter le centre-ville où ils étaient entassés alors qu'ils pouvaient bénéficier d'un hôtel particulier avec un grand jardin et des communs qui correspondaient à leurs standards. Voilà comment ce sud, en fait, a quand même généré un déplacement de population des populations les plus aisées vers le sud de Marseille. On a ensuite d'anciens noyaux villageois qui, grâce à l'urbanisation des lieux et à l'ouverture de voies de circulation, ont pu être raccordés au centre-ville. Là, je pense à Saint-Ginier que j'ai évoqué tout à l'heure, le Rouet dont je vous parlais aussi, et puis plus tard, finalement, tous les quartiers périphériques qui vont pousser entre Mazargues et le rond-point du Prado.
Et donc, finalement, on a cet axe du Prado qui permet une fluidification en fait, des allées-venues entre le terroir sud et le centre-ville, et finalement des trajets plus rapides. C'est ce qui intéresse d'ailleurs les industriels, comme je vous le disais, parce que du coup, ils n'ont pas de problème pour déplacer leurs marchandises, pour aller chercher leurs matières premières. Et donc, c'est à partir de cette période-là qu'on va assister à l'industrialisation forte des quartiers sud, à l'image de ce qui s'est passé dans les quartiers nord. Et là, j'en veux pour preuve toutes les usines qui étaient dans les Goudes, les usines de plomb, les usines de la verrerie, par exemple, dans le quartier de la verrerie aujourd'hui, près de la Madrague-Montredon, l'usine Le Grémente, à la Madrague-Montredon aussi, et toutes les usines qui peuplaient le quartier de Sainte-Anne, par exemple, ou de Mazargues. On avait, en fait, grâce à ce raccordement centre-ville, le message qui a été fait passer aux industriels, c'est vous pouvez venir vous installer là, parce que de toute manière, ça sera facile pour vous. Alors, si vous êtes à côté de la mer, ça l'est encore plus, parce que vous pouvez rejoindre le port par bateau. Mais par la route, c'est bien. Et en plus, on va vous amener le tramway. Parce que le tramway allait, dès qu'il y a eu les axes qui ont été raccordés, comme je vous l'ai dit, à partir de 1875, on a permis aux populations de se déplacer plus facilement. Alors, plus facilement, il faut garder toute mesure. C'est-à-dire que quand on parle du tramway de 1900, ce n'est pas le métro d'aujourd'hui ou le tramway d'aujourd'hui. Ça allait extrêmement lentement, on mettait extrêmement de temps à aller d'un point A à un point B. Néanmoins, c'était raccordé. Et donc, du coup, vu que c'était raccordé, les gens avaient un peu moins de scrupules à aller s'installer un peu plus loin, surtout en plus si l'usine où ils trouvaient du travail était à côté. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans mes propos et je vous remercie de votre attention et maintenant je vous laisse la parole.